Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Juris District. Aujourd'hui, on va parler des Formicidæ, ou des Formicidés si vous préférez. Bref, des fourmis quoi. Vous vous demandez sûrement comment il est possible d'étudier le droit myrmicéen, c'est-à-dire le droit qui serait applicable chez les fourmis. En fait, ce qu'on va faire, c'est mettre en évidence certains éléments de leur organisation sociale, puis les analyser à la lumière de notre droit français. Et vous allez vous apercevoir que les fourmis sont en fait concernées par de nombreuses branches du droit. On va en aborder 3. Tout d'abord, on va faire appel au droit constitutionnel pour préciser le système politique des fourmis. Ensuite, on utilisera le droit civil pour mettre en évidence le fait qu'elles aussi peuvent être amenées à conclure des contrats. Et enfin, on abordera le droit pénal et vous verrez que les fourmis sont des délinquantes, voire même des criminels en puissance. Commençons donc par le droit constitutionnel et le système politique des fourmis. Comme vous le savez sûrement, plus de 99% des espèces de fourmis dépendent d'une reine. Elle seule peut donner la vie, et par conséquent, lorsqu'elle décède, toute la colonie est condamnée. La reine est également la seule personne à détenir le pouvoir, puisque c'est elle qui ordonne aux autres fourmis, aux ouvrières comme on dit, d'effectuer telle ou telle tâche. Donc dans la mesure où il existe des reines détenant un pouvoir absolu, on peut dans un sens affirmer que le système politique des fourmis est la monarchie. En effet, la monarchie, et là je parle du monde des humains, est le système politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne. Donc chez les fourmis, cette personne, cette fourmi, est la reine si vous avez bien suivi. Maintenant, il existe différentes formes de monarchie. La monarchie héréditaire qui s'oppose dans sa définition du monarque à la monarchie élective. Dans une monarchie élective, le roi est élu, alors que dans une monarchie héréditaire, le titre se transmet en principe de père en fils. Chez les fourmis, doit-on donc parler d'une monarchie héréditaire ou élective? Eh bien, à mon sens, un peu des deux. Héréditaire, puisque la reine en devenir est forcément la fille d'une reine, puisque seule la reine peut donner naissance. Mais élective aussi, dans le sens où la future reine est naturellement désignée, naturellement élue, en quelque sorte, en raison de la taille de son abdomen qui est bien plus grand que celui des autres fourmis et qui lui permettra de porter un nombre considérable d'œufs. Venons-en maintenant au droit civil et aux contrats qui sont conclus par les fourmis. En fait, ce n'est pas avec d'autres fourmis que ces contrats sont conclus, ni même avec d'autres espèces animales, mais avec des espèces végétales. Comme par exemple la Nepenthes bicalcarata qui est une plante carnivore. Ces plantes sont dites myrmésotrophiques, c'est-à-dire que certains de leurs éléments ou de leurs sécrétions dépendent des fourmis. Au passage, tout à l'heure, je parlais d'un droit myrmicéen. Vous voyez que ces deux mots ont la même racine, et cela s'explique par le fait qu'en grec ancien, myrmex signifie fourmi. Pour en revenir au contrat, qu'on pourrait qualifier de contrat de symbiose en quelque sorte, en quoi consiste-t-il? Eh bien, d'un côté, la plante laisse vivre les fourmis dans ses cavités naturelles, comme sa tige, ses fleurs ou même ses épines, et les fourmis se nourrissent alors de sécrétions sucrées ou de déchets laissés par les autres insectes. D'un autre côté, les fourmis ont pour rôle de défendre la plante contre les potentiels prédateurs, qui peuvent être des insectes, mais même des mammifères ou d'autres plantes. En réalité, les fourmis sont indispensables à la plante puisqu'elles font partie intégrante de son système digestif. Autrement dit, sans elles, la plante ne pourrait digérer correctement. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un contrat, puisque chaque partie, chaque co-contractant, comme on dit en droit, est tenu à une obligation, autrement dit à une mission à accomplir. Dans le droit français, il est possible d'engager la responsabilité contractuelle d'une personne qui ne respecterait pas ses engagements sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. Est-ce que cette logique peut maintenant se retrouver chez les fourmis? Eh bien dans un certain sens, oui, puisqu'il a été observé que chez certaines espèces, si les fourmis ne remplissent pas leur part du contrat, la plante peut les sanctionner. Par exemple, certaines fourmis, dites Allomerus decimarticulatus, vivent dans les poches foliaires d'une plante tropicale nommée Lyrtella physophora. Ces fourmis ont l'habitude de détruire volontairement une partie des fleurs de la plante, et cela conduit cette dernière à augmenter sa production de feuilles et donc de poches foliaires, et donc cela augmente la surface habitable des fourmis. Mais si elles abusent trop, la plante peut se venger en produisant des poches trop étroites pour permettre aux fourmis de les utiliser comme nid. Les fourmis sont donc sanctionnées. Dernier point, la durée du contrat. Bien plus qu'un CDI, lorsque la plante meurt, les fourmis sont également condamnées puisqu'elles n'ont pas appris à s'adapter à un autre environnement. C'est donc un contrat à vie qui est conclu. Passons maintenant au droit pénal et au côté obscur des fourmis. Chez certaines espèces de fourmis, comme les Solenopsis daguerreae,
des reines en devenir déjà fécondées s'infiltrent incognito dans les colonies voisines de la même espèce grâce à un mélange de phéromones. La reine infiltrée et incognito tue alors lentement la reine d'origine en lui volant sa nourriture, et elle finit totalement par prendre sa place alors que les ouvrières de la colonie continuent de n'y voir que du feu. Alors que risquerait la reine si elle était soumise au droit pénal français? Eh bien tout d'abord, elle commet une usurpation d'identité qui est un délit au sens de l'article 226-4-1 du code pénal. Et ce délit est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ensuite, c'est l'article 311-1 du code pénal qu'il convient d'appliquer au vol d'aliments. Cet article définit le délit de vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et punit l'auteur de cette infraction de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Concernant le décès de la reine privée d'aliments, il s'agirait d'une circonstance aggravante au vol si cette mort était la conséquence de violences ou d'actes de torture comme le précise l'article 311-10 du code pénal. Mais ici ce n'est pas le cas, on est dans une situation particulière puisque la reine victime n'est ni blessée, ni torturée, ni même séquestrée. Et dans la mesure où il peut arriver que 2 reines coopèrent, même si ce n'est pas à durée indéterminée, il semble alors difficile d'invoquer l'infraction de délaissement de personnes en péril de l'article 223-4 du code pénal. Ce délaissement de personnes en péril pourrait par exemple consister en le fait de ne pas nourrir une personne dont l'état de santé est déjà inquiétant. Deuxième exemple, et pas des moindres, prouvant la cruauté des fourmis, l'esclavage. En France, l'esclavage est notamment condamné par l'article 212-1 du Code pénal et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Au niveau de l'Union européenne, il est aussi condamné par l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais chez les fourmis, c'est pas la même, puisque l'esclavage est pratiqué chez près d'une 50aine d'espèces. Mais une distinction doit être faite entre l'esclavage qui fut pratiqué par les humains et celui qui est pratiqué par les fourmis. Chez les humains, on retrouve différents types d'esclavage, notamment l'esclavage agricole, domestique, sexuel ou encore celui des gladiateurs. Mais dans tous les cas, l'esclavage reste soit un confort, soit une activité lucrative, que ce soit pour les marchands d'esclaves ou pour les maîtres. Mais à l'inverse, chez les fourmis, il s'agit d'une question de survie, puisqu'une 50aine d'espèces est incapable de s'occuper de sa progéniture. Les fourmis esclavagistes capturent alors les ouvrières d'une autre espèce et les obligent à s'occuper de leurs nymphes. Mais il peut arriver que les esclaves se rebellent. Chez les humains, on peut notamment citer les guerres serviles qui eurent lieu durant l'Antiquité romaine. La plus connue de toutes est la 3e et dernière guerre servile qui, du côté des esclaves, fut menée par Spartacus. Chez les fourmis, il peut également y avoir des révoltes, mais les révoltes ne se retournent pas directement contre les fourmis esclavagistes, c'est-à-dire contre les maîtres, mais contre les nymphes dont les fourmis s'occupent. En effet, les nymphes sont exterminées en masse par les fourmis esclaves qui les sortent de la pouponnière afin de les abandonner à leur sort ou qui les mettent en morceaux. En dehors de tout contexte esclavagiste, les mettre en morceaux correspond à un crime au sens du droit pénal français et plus précisément à un meurtre, voire même à un assassinat s'il y a eu préméditation. Les abandonner à leur sort est un délaissement et si ce délaissement a provoqué la mort, il convient alors de faire appel à l'article 223-4 alinéa 2 du Code pénal qui punit ce comportement de 20 ans d'emprisonnement. Évidemment, il est difficile d'appliquer ceci aux fourmis puisque la nymphe est un stade de développement antérieur à la naissance. De plus, il est impossible pour un humain d'abandonner un fœtus. Seule une IVG peut être pratiquée puisque le fœtus se développe à l'intérieur du corps de la femme, alors que chez les fourmis, ce développement a lieu à l'extérieur du corps de la reine. Voyons maintenant le dernier point relatif au droit pénal avec les fourmis Dracula. Avant tout, sachez que le développement des fourmis se fait dans cet ordre. œufs, larves, nymphes sous cocon, nymphes nues, puis fourmis. La révolte des fourmis esclaves se retournait contre les nymphes, mais dans le cadre des fourmis Dracula, ce sont les larves qui sont concernées. Ce sont en fait certaines larves de fourmis du genre Adetomima qui se voient aspirer une partie de leur sang par les fourmis adultes. Les larves ne sont donc pas exterminées, on ne pourra pas parler de meurtre ou d'assassinat, mais elles sont dans un sens blessées puisque si une partie de leur sang est aspirée contre leur gré, c'est qu'il y a eu une atteinte à leur intégrité physique. En droit pénal, on distingue ensuite différents types de blessures.
dans un premier temps, les coups et blessures involontaires qui s'opposent aux coups et blessures volontaires. Dans le cas des fourmis Dracula, il s'agit clairement de blessures volontaires. Ensuite, la peine prononcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction varie en fonction des conséquences des coups et blessures. Voici un tableau récapitulatif. Brièvement, les blessures peuvent donc entraîner la mort, la mutilation ou l'infirmité permanente, des incapacités totales de travail ou n'avoir que peu d'incidence. Pour terminer cette vidéo, on va donc se demander qu'est-ce qui est applicable aux fourmis Dracula. Eh bien dans la mesure où ces pratiques sont chez ces espèces une coutume qui permet de distribuer les nutriments à travers toute la colonie et que cela n'entrave pas le développement de la larve, il s'agira, au sens du droit pénal français, de blessures sans réelle incidence. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. En attendant l'épisode numéro 4 de Juris District, tu peux regarder celui de la semaine dernière sur le droit et les dinosaures. Après de multiples fouilles, il se trouve que vous avez découvert la mâchoire d'un T-Rex, le crâne d'un brontosaure ou encore la colonne vertébrale d'un stégosaure. Mais à ce moment-là, à qui appartiennent ces trouvailles? À vous seul? Au milliardaire excentrique qui a financé les fouilles? Ou à la commune dans laquelle la découverte a été faite?